Bonjour à tous, je suis Sophie Georgin-Lavial, je travaille dans le centre de référence des maladies auto-inflammatoires et des amyloses à l'hôpital Tenon. Je vais vous parler pour cette web émission filière dans cette deuxième partie de l'amylose AA et de son traitement, avant de conclure sur ce qu'il fallait savoir en 2020 dans l'amylose AA. Concernant le traitement, les principes et objectifs du traitement sont les suivants. D'abord, le traitement doit être étiologique. Il faut normaliser la CRP et la SAA en agissant sur la maladie causale afin de tarir la source de SAA. De façon schématique, on a vu que dans l'amylose AA, il y a une maladie inflammatoire qui va aboutir à la production de cytokines pro-inflammatoires. Elles-mêmes vont entraîner la synthèse de la SAA par le foie. Donc l'objectif est d'agir sur la maladie inflammatoire d'abord. Quand on regarde à nouveau toutes les causes d'amylose AA qu'on a vues précédemment, on voit que dès qu'on a identifié la cause, on va pouvoir donner un traitement étiologique. Donc quand il s'agit de maladies inflammatoires, tous les anti-inflammatoires que vous connaissez parfaitement. Quand il s'agit d'infections, donc des traitements anti-infectieux, exemple antituberculeux, exemple des antibiothérapies séquentielles pour la DDB, etc. Et quand il s'agit des autres causes qui sont un peu plus variées, ça va être un traitement spécifique, notamment les IgIV pendant le déficit immunitaire, les antirétroviraux pour le VIH, etc. Si on fait un zoom un peu plus particulier sur les maladies inflammatoires, il faut agir sur ces maladies pour essayer de normaliser la SA avec un objectif inférieur à 4 en théorie. Je vais vous prendre un exemple. Dans la fièvre méditerranéenne familiale, la colchicine a été montrée comme efficace en 1972. Et un petit peu avant, il y a eu un travail des Turcs pour évaluer la fréquence de l'amylose AA dans la FMF, et cette fréquence était à peu près de 28%. Les patients ont ensuite été mis sous colchicine, avec une dissémination quand même globale chez les patients FMF. Et de façon intéressante, une autre équipe turque, mais assez proche, a fait une nouvelle étude de la fréquence de l'amylose AA dans la FMF et montré en 2012, un certain nombre d'années après, que la fréquence avait diminué aux alentours de 10%, ce qui montre l'impact du traitement de la maladie causale sur la fréquence de la survenue de l'amylose AA. Si on continue sur la fièvre méditerranéenne familiale, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent, la colchicine reste le seul traitement qui ait prouvé son efficacité pour prévenir l'amylose AA. Et donc, en cas de découverte d'amylose AA, si la fonction rénale le permet, on peut tout à fait traiter par colchicine et on peut aller jusqu'à 2,5 par jour, bien sûr, si la fonction rénale le permet et en discussion, en accord avec le néphrologue. Il est également possible de traiter par colchicine après une greffe rénale. Donc il faut reprendre très doucement. Souvent le patient avant la greffe a été dialysé et puis recevait une biothérapie et donc il faut décroître progressivement pour reprendre la colchicine et toujours vérifier la fonction rénale. Ensuite, dans la fièvre méditerranéenne familiale, puisque le gène muté MEV code la pyrine participant à l'inflammasome pyrine et aboutissant à la sécrétion de l'interleukine 1, les anti-interleukine 1 ont été essayés et sont efficaces dans cette maladie. Et ils peuvent donc être donnés en cas d'amylose AA. On préconise qu'ils soient toujours donnés en association avec de la colchicine, même si c'est la plus petite dose tolérée par le rein. Ça peut être 0,5 mg par jour tous les 2 jours. En tout cas, les biothérapies anti-interleukine 1 peuvent être données en cas d'insuffisance rénale terminale et en cas d'intolérance ou de toxicité à la colchicine au cours de la fièvre méditerranéenne familiale. Ensuite, une fois qu'on a pu agir, l'exemple donné avant c'était la fièvre méditerranéenne familiale, mais sur la maladie inflammatoire, on peut également donner des biothérapies contre les cytokines pro-inflammatoires. Donc je vous ai fait ici un tableau récapitulatif. Dans les maladies un peu plus fréquentes, notamment que voient les rhumatologues, on peut donner pour la goutte un anti-interleukine 1, pour la PR, la SPA ou le rhumatisme pso un anti-interleukine 6, dans certaines situations un anti-TNF dans la PR. Dans les maladies inflammatoires plus rares, notamment les maladies auto-inflammatoires, globalement celles qui médient une hyperproduction d'interleukine 1, les inflammasomopathies, on va privilégier un anti-interleukine 1, également dans le style ou dans les maladies auto-inflammatoires inclassées. Et si échec de ce dernier, on peut proposer un anti-interleukine 6, ça a déjà été fait dans le déficient de granate kinase, voire dans la FMF, et c'était efficace, en deuxième intention. Ensuite, dans certaines maladies de style à début pédiatrique avec atteinte rhumatismale, on peut proposer un anti-IL6. Et dans la maladie de Castleman, on l'a vu précédemment dans la partie étiologie, le tocilizumab est très efficace dans les formes multicentriques.
Dans certaines maladies auto-inflammatoires inclassées, des confrères anglais ont montré l'intérêt de l'anti-interleukine 6. Et enfin, j'ai mis dans la dernière colonne parce que c'est une situation très rare à ce jour, il n'y a que 2 cas décrits au monde d'amylose A secondaire à DADA2, mais on peut envisager les anti-TNF dans cette maladie rare. Enfin, il avait été proposé en 2007 un intérêt de l'éprodisate pour aller stabiliser la plaque d'amylose. Malheureusement, un essai clinique qui a fait suite n'a pas montré son efficacité, en tout cas pas dans l'amylose AA. À part le traitement étiologique, il ne faut pas oublier le traitement symptomatique. Quand le patient est insuffisant rénal chronique, il peut avoir besoin de dialyse. On peut aussi envisager une greffe rénale et il s'agit d'une variété d'amylose où la greffe rénale est tout à fait efficace. La plupart des patients qui ont une amylose et qui ont été greffés des reins sont des patients avec une amylose A, notamment avec une fièvre méditerranéenne familiale. Et habituellement, on maintient les patients sous biothérapie le temps qu'ils aient leur greffe rénale et ensuite on peut décroître et reprendre la colchicine. En cas de diarrhée, on propose un traitement symptomatique, notamment les patients nous ont appris que la farine de psyllium bouillon qui s'achète chez Naturalia peut être efficace, une cuillère à soupe par jour, ça peut rendre quelques services. Et le goitre, on a vu l'exemple d'un patient dans la première partie qui avait un goitre très volumineux qui comprimait l'ésophage et la trachée et qui a dû être opéré en chirurgie, mais habituellement il n'est pas opéré, même quand c'est dit esthétique, il n'est opéré que quand il occasionne une compression des structures du médiastin supérieur. Je vais arriver maintenant aux conclusions. Alors, une question qu'on nous pose très souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut faire du dosage de l'ASA? Donc, nous avons répondu ici. L'ASA est une protéine non spécifique de la phase aiguë de l'inflammation, donc tout comme la CRP. Son élévation n'est absolument pas synonyme d'amylose A. Donc, quand vous avez une SA élevée, par exemple à 40, ça ne veut pas du tout dire que votre patient a une amylose, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut aller lui faire une biopsie. La nécessité d'une biopsie dépend vraiment de l'atteinte rénale. Donc, est-ce qu'il y a une insuffisance rénale? Est-ce qu'il y a une protéinurie? Mais le fait d'avoir une amylose A ne préjuge absolument pas, le fait d'avoir une SA élevée ne préjuge absolument pas de la présence ou non d'une amylose A chez le patient. La normalité n'élimine pas le diagnostic d'amylose A, ce qui veut dire qu'un patient peut avoir une amylose A qu'on diagnostique et avoir eu par le passé des infections à répétition dont il a guéri. Et du coup, quand on le voit, on peut découvrir l'amylose A, mais le processus inflammatoire a pu guérir et la SA peut être normalisée. Ce qui est à risque amyloïdogène, c'est l'inflammation chronique prolongée pendant plusieurs années, 10 ou 20 ans. Il nous semble enfin important de mesurer la CRP avec la SA au moins une fois quand les deux sont élevés et au moins une fois quand la CRP est normale pour vérifier qu'elles évoluent pareillement. Et qu'il n'y a pas une SA qui reste élevée alors que la CRP est normale. L'évolution de la maladie est fonction de l'atteinte rénale. Donc, quand le patient s'aggrave vers une insuffisance rénale terminale, là, la maladie devient plus grave parce que la mortalité est plus importante. Enfin, sur la partie droite, vous voyez le bilan d'extension que nous proposons en cas d'amylose A, essentiellement axé sur le rein, donc le suivi sanguin, créatinine, DFG, le suivi urinaire, protéinurie, créatinurie. Les autres atteintes se surveillent essentiellement par la clinique, l'atteinte digestive, l'atteinte hépatique, l'atteinte thyroïdienne. Enfin, l'atteinte cardiaque, c'est une question qu'on nous pose souvent également. Elle est très très rare dans l'amylose AA, probablement moins de 15% des cas. Et quand elle existe, les patients présentent souvent de multiples facteurs cardiovasculaires associés, HTA, antécédents de tabac, diabète, éventuellement un surpoids. Il s'agit essentiellement aussi de patients qui sont dialysés. Nous proposons des explorations assez simples quand on découvre une amylose A, BNP, Tropo, un électrocardiogramme et une échographie cardiaque transthoracique. Si jamais tout ça est normal, il n'est pas la peine d'aller plus loin, pas la peine notamment de demander une IRM, une scintille, ça c'est ce qu'on demande dans les amyloses AL ou dans les amyloses à TTR. Et si vous avez un doute, nous conseillons vivement de vous adresser à un service de cardiologie spécialisé dans les amyloses. Il y en a plusieurs en France et ils connaissent vraiment bien les éléments sémiologiques et d'imagerie en faveur d'une atteinte due à l'amylose du cœur. Concernant les maladies auto-inflammatoires et les amyloses A, il faut retenir que vraiment la plus fréquente,
c'est la FMF et presque chaque mois, malheureusement encore en France en 2020, une nouvelle amylosa sur la FMF est diagnostiquée. Parmi celles qui sont quand même beaucoup plus rares, où c'est peut-être un cas par an, les cryopyrénopathies, le TRAPS, extrêmement rare le MVK. Le style, c'est quand même heureusement de nos jours très rare, parce que la maladie souvent elle évolue moins longtemps. Grâce au progrès des biothérapies, il n'y a pas d'inflammation prolongée et les patients ne vont pas jusqu'à l'amylosa. Enfin, le DADA2, j'en ai parlé brièvement, c'est extrêmement rare, il n'y a que 2 cas au monde et Schnitzler reste très rare, mais peut exister. Quels sont les patients avec une maladie auto-inflammatoire qui peuvent développer une amylose? Eh bien, ce sont ceux qui ont une maladie non diagnostiquée, comme une FMF, donc non traitée, les patients non compliants qui ne prennent pas leur colchicine, ou enfin, une situation d'inflammation associée qui va aboutir à un traitement qui est inadapté ou insuffisamment dosé. Et donc, c'est un patient qui va par exemple plus ressentir de symptômes de sa maladie inflammatoire, mais qui ne sait pas qu'il reste inflammatoire parce qu'il n'y a pas de CRP qui sont réalisés. Et ça, c'est une situation qui n'est pas si rare dans les nouveaux cas d'amylosa. Au total, dans l'amylosa, le cœur quand même de la prise en charge reste le néphrologue, puisque c'est lui qui va surveiller la fonction rénale, mais il est tout à fait soutenu notamment pour l'enquête diagnostique de l'interniste ou du rhumatologue, en cas de cause infectieuse de l'infectiologue. Le médecin traitant a une place, mais parfois le patient est tellement pris par les consultations à l'hôpital, la dialyse, qu'il n'a pas beaucoup le temps d'aller voir son médecin traitant. Ce qu'il faut dans cette maladie, c'est qu'il y ait vraiment une synergie, une collaboration, une communication avec tous ces corps de métier, notamment le médecin qui peut suivre la maladie inflammatoire causale et le néphrologue, notamment le médecin de dialyse, pour qu'il y ait des CRP faites régulièrement. Et si la CRP reste élevée, il faut absolument rechercher une cause et essayer de traiter pour stopper la progression des dépôts. Enfin, il existe en France une association contre l'amylose de patients qui est extrêmement active et extrêmement bien organisée. Ils ont une page Facebook, ils ont développé des petits livrets pour les patients sur l'amylose qui permettent de mieux comprendre. Il y a aussi des consultations gratuites avec leur psychologue par téléphone. Grâce à l'énergie de cette association, des outils d'éducation thérapeutique sont en train de se mettre en route sur le territoire national avec des possibles ateliers d'ETP à partir de 2021. Et donc, si vous avez des patients qui souhaitent y participer, ils pourront tout à fait y participer puisque ce sera ouvert aux patients sur tout le territoire. Enfin, nous avons rédigé cette année, il y a quelques mois, nous avons finalisé le PNDS sur l'amylosa qui est disponible en ligne sur le site de la HAS et qui reprend la majeure partie des éléments que j'ai donnés dans cette web émission. Le groupe de travail comportait des internistes, des néphrologues, un anapathe bien sûr, des biochimistes et puis de multiples relecteurs de plusieurs spécialités ainsi qu'un médecin généraliste et l'association de patients. Nous profitons de cette web émission pour remercier Hélène Maillard et Alexandra Willem pour leur contribution active à l'organisation et à la finalisation de ce PNDS. Concernant le Covid, nous avons eu peu de cas d'amylosa qui s'infectent par le Covid, essentiellement 3 patients FMF, dont un est malheureusement décédé, mais qui avait d'autres facteurs de risque, et puis un patient, curieusement, qui a été testé en dialyse, qui n'avait absolument aucun signe. Donc il faut rester vigilant, et ce qui prévaut, ce sont les facteurs de risque connus, âge élevé, HTA, obésité, diabète, et insuffisance rénale chronique. En conclusion, l'amylosa en 2020, son incidence diminue dans le monde, le diagnostic reste malheureusement tardif, les causes se diversifient et j'espère vous l'avoir montré, tout du moins dans la première partie de la web émission. Nous conseillons vraiment de contrôler la CRP, si possible la SA, mais au moins la CRP 2 fois par an. Les traitements d'inflammation sont puissants, mais le pronostic reste grave, notamment quand ce sont des AA de causes infectieuses comme la tuberculose ou la DDB. Et l'amylosa devient une maladie des sujets âgés. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes à votre disposition au centre de référence en cas de questions sur l'amylosa et nous vous invitons à nous rejoindre pour les RCP de la filière qui sont le mardi à peu près toutes les 8 semaines. Avec un quorum constitué des médecins qui ont notamment relu le PNDS et qui répondront à toutes vos questions sur le plan étiologique et thérapeutique. Et on peut aussi discuter chez ces patients l'intérêt ou pas de faire une analyse génétique. Voilà, merci.